Voilà. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, cher public en ligne, bonsoir à vous, chers 4 invités. Je vous souhaite la bienvenue. Au nom de l'Université de Fribourg et de Farida Kali, organisatrice de cet événement, je vous souhaite la bienvenue à ce café scientifique joliment nommé « Des fourmis, des bonobos et nous, l'homme est-il un animal comme un autre ?» Je remercie également le Nouveau Monde qui nous accueille et Sylvain pour l'organisation technique de cette rencontre. Nous aurions évidemment souhaité mener ce café scientifique en présentiel, comme on le dit désormais, mais les vagues successives de ce méchant Covid persistant en ont décidé autrement. Les animaux en portent-ils quelques responsabilités? La question reste ouverte. Nous ne bouderons cependant pas notre plaisir de passer ces 90 minutes virtuelles très prometteuses ensemble. J'espère que nous vivrons toutes et tous un moment très agréable, car apprendre et partager dans la bonne humeur, telle est l'essence de ces rendez-vous. Je vous propose le programme suivant, une brève introduction de ma part sur le thème du jour, suivi de la présentation de nos 4 valeureux invités, puis la ronde des questions. Comme ce café scientifique est surtout le vôtre, cher public, vous êtes conviés dès maintenant à intervenir et à poser vos questions ou faire part de vos remarques. Vous pouvez le faire par message WhatsApp ou SMS au numéro suivant. Notez-le bien, 079 796 22 15. Je répète, 079 796 22 15. Vous pouvez également intervenir via le compte Facebook de l'Université de Fribourg, sur lequel est également retranscrit le café scientifique. Et évidemment, nous consulterons en tout temps vos questions que nous distillerons tout au long de la soirée. Travailler comme une fourmi, suivre comme un mouton, voler de ses propres ailes, être un chaud lapin, avoir une taille de guêpe. On dit aussi fidèle comme un chien, indépendant comme un chat, courageux comme un lion, fort comme un taureau, laid comme un pou, fier comme un coq, myope comme une taupe, bête comme une oie, malin comme un singe, bavard comme une pie, rusé comme un renard ou encore têtu comme une mule. On l'aura compris avec cet inventaire à la Prévert, les métaphores animalières sont légion et presque inépuisables. Vachement chouette, me direz-vous, mais que cachent ces comparaisons? On pourrait aussi se demander ce que nos amis les bêtes pensent de nous à l'inverse. Disent-elles aussi dans leur langage qui est le sien, bavard comme un humain, moche comme un humain, ou encore s'entendre comme humain et humain? Quels sont finalement les éléments qui nous différencient des animaux? Devrait-on davantage s'inspirer de leur comportement? Qu'est-ce qui nous rapproche? Les humains ont-ils des droits sur les animaux? Nos 4 invités partageront leur savoir et leur expérience et répondront à ces questions. Et à la fin de ce café scientifique, pourrons-nous peut-être satisfaire cette interrogation? L'homme est-il un animal comme les autres? J'en viens maintenant à la présentation de nos 4 invités. Je commencerai par Bernard Werber. Bonjour. Vous êtes l'un des auteurs français contemporains les plus lus au monde. Natif de Toulouse, vous avez publié votre premier roman en 1991 à 30 ans. Cet ouvrage, qui vient d'ailleurs de fêter fraîchement ses 3 décennies, a connu un succès planétaire. Le chiffre 30 vous sied à merveille par ailleurs. Votre trajectoire résumée en chiffres donnerait à peu près cela: 30 ans de carrière dans la littérature, 30 livres dont le prochain sortira en octobre 2021, si mes sources sont bonnes, 30 traductions et enfin 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Sans oublier au moins 30 millions d'amis parmi les animaux, j'imagine. En 2020, vous avez publié le dernier tome de votre trilogie Les chats, soit La planète des chats. Quand je suis allé me renseigner sur votre site internet, la phrase suivante m'est apparue. Vous êtes là, je lis 9 724 981e petite fourmi à venir vous promener ici. On se sent en ces moments-là tout petit, mais en même temps conscient de faire partie d'un grand tout. Adrien Leboeuf, Exactement. bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe.
Bonjour, vous êtes chef de groupe dans le département de biologie de l'Université de Fribourg où vous dirigez le laboratoire des fluides sociaux. Vos recherches portent principalement sur les fourmis. Vous étudiez notamment comment les fourmis prennent des décisions collectives à long terme par le biais des fluides sociaux. On se réjouit d'entendre plus. Vous avez également travaillé dans de nombreux domaines de la biologie, de la biophysique et des neurosciences. Pascal Wagner-Egger, bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'Université de Fribourg. Le comportement social des êtres humains est votre centre d'intérêt, incluant la comparaison avec les sociétés animales, notamment les primates et insectes sociaux. Vous avez par ailleurs beaucoup d'autres intérêts. Émilie Gentil, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en primatologie, chercheuse au laboratoire de cognition comparée de l'Université de Neuchâtel. Vous êtes spécialisée dans l'étude de la communication des grands singes. Les objectifs de vos recherches sont de comprendre les origines évolutives du langage humain et de la nature coopérative de l'homme. Voilà, les présentations sont faites. J'en viens à la ronde des questions comme annoncé, et la première sera mienne. Une question adressée à chacun d'entre vous. Dans des champs et disciplines différents, les animaux occupent une place importante dans votre vie professionnelle et peut-être même aussi privée. D'où vous vient cette passion pour eux? Je donnerai l'honneur aux femmes. Adria Leboeuf, voudriez-vous commencer? Merci. Oui, mon premier amour intellectuel était vraiment la neuroscience et le cerveau. Et pour nous aider à comprendre notre cerveau, excusez-moi, nous devons d'abord comprendre les cerveaux des choses plus petites. Excuse-moi. Et pour comprendre leur motivation, pardon, peut-être une autre personne. Oui. Alors je donne la parole en attendant que votre toux se calme à Émilie Gentil. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui, okay. On vous entend très bien. Alors pour moi, c'est un parcours peut-être un peu plus classique parce que la passion pour les animaux, elle m'est venue toute petite. J'ai toujours adoré la nature, les animaux. Mais déjà, depuis vraiment l'enfance, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment ils communiquaient. Peut-être un petit peu dans l'idée d'essayer de pouvoir moi-même communiquer avec eux. En tout cas, vraiment de pouvoir comprendre ce qu'ils disaient et ce qui se passait un petit peu dans leur vie à eux. C'était ça ce qui me passionnait déjà dès l'enfance et qui a certainement motivé mes choix plus tard de thématiques de recherche et les études que j'ai pu faire pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Merci. Si Je passe la parole aux hommes de l'Assemblée. Bernard Werber, voulez-vous nous en dire plus sur votre passion des animaux? C'est exactement comme Émilie Gentil, à savoir que quand j'étais enfant, je me suis tourné vers les animaux. Je crois que c'est peut-être parce que je me disais, j'arrive pas à comprendre les humains, donc je vais essayer d'observer au hasard une fourmilière pour essayer de comprendre ce qu'est ma cité, ce qu'est un comportement collectif. J'ai dû rester entre l'âge de 6 ans et l'âge de 12 ans. Je restais tous les mois de juillet seul dans un jardin à observer les fourmis. Donc il y a un moment où je me suis dit, à force de les regarder, je vais comprendre quelque chose. Mais je pense que tous les êtres humains, à un moment ou à un autre, se sont retrouvés face à une fourmilière ou face à d'autres formes d'animaux et s'est dit, il y a une sagesse, il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Et comme Émilie, ce qui m'a intéressé tout de suite, c'est la communication. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une possibilité pour que je communique avec eux? Et comment font-ils pour communiquer ensemble? Et comment font-ils pour communiquer avec les autres espèces? Je crois que c'est le plus petit point commun de tous les êtres humains de la planète, quelle que soit leur culture, quelle que soit
leur pays, c'est d'avoir eu un jour une fourmi sur le bout du doigt et de l'avoir approchée en se disant, tiens, elle agite des antennes, est-ce que je pourrais arriver à communiquer avec elle, donc nous avec notre voix, eux avec ce système d'antennes qui reçoivent les phéromones. Voilà, si ce n'est que normalement, quand on devient adulte, on arrête de s'intéresser aux animaux et on devient sérieux. Et je crois que je suis resté au stade enfant, c'est-à-dire j'ai continué à m'intéresser aux animaux. Après les fourmis, je me suis intéressé à d'autres espèces parce que ce qui m'intéressait, c'était surtout de tomber sur des formes d'intelligence non humaine pour comprendre peut-être encore mieux ma propre place sur Terre et comment fonctionnaient mes congénères. Merci. Je redonne peut-être la parole à Adrien Leboeuf qui avait certainement un chat dans la gorge. Merci beaucoup. Oui, comme j'ai commencé, c'était vraiment l'inspiration de neurosciences, comprendre le cerveau, comprendre comment nos gènes peuvent nous contrôler. Et c'est difficile de travailler chez les humains. Et donc, j'ai cherché pour des autres animaux qui sont sociaux, qui communiquent, qui peuvent être des modèles pour comprendre la coopération, de communication, de vie en société. C'était vraiment cette question et aussi avec le lien avec l'évolution, parce que pour comprendre les motivations des autres animaux qui ne sont pas, rien en biologie n'a de sens, except à la lumière de l'évolution. Voilà. Merci beaucoup. Et nous concluons avec Pascal Wagner-Egger. On vous écoute. Oui, alors moi, j'ai été abonné enfant à la Hulotte, qui est un joli, très beau journal sur la nature en France. Et j'étais aussi contemporain avec Julien Perrault, qui a créé La Salamandre. Donc, mon enfance, j'ai beaucoup lu ces magazines et je vivais à la campagne, donc j'ai aussi observé les animaux. Et ensuite, à l'université, j'ai choisi donc plutôt les sciences humaines. Mais bien sûr, il y a toujours cette comparaison qui m'a toujours intéressé. J'ai été passionné par les livres des éthologues, que ce soit justement sur le comportement des primates ou celui des insectes sociaux. C'est passionnant et ça nous aide bien sûr à comprendre à la fois les points communs et les différences aussi avec le comportement social des êtres humains. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et question voilà, très classique, peut-être pas très originale, mais je pense que ça intéresse également nos auditeurs et auditrices. Si vous deviez être un animal, lequel serait-il et pourquoi? Qui veut se lancer? Bon, moi, je peux essayer. Je dirais spontanément le dauphin, tout simplement parce qu'il peut se déplacer en 3 dimensions. Nous sommes quand même, nous déplaçons qu'en 2 dimensions. Et aussi parce que le dauphin a l'air de passer son temps à jouer et à s'amuser. C'est un animal qui a l'air joyeux. Et je crois que c'est peut-être ce qui est le plus surprenant dans le monde animal. Il y a beaucoup d'animaux qui sont juste obnubilés par la nourriture ou qui vivent tout le temps dans la peur des prédateurs ou dans la peur de ne pas trouver de proie. Et on dirait que de ce que j'ai pu en observer sur des dauphins sauvages, évidemment pas en delphinarium, ils ont l'air de s'amuser, de s'intéresser à tout, d'être curieux de tout ce qui est nouveau. Et je crois que c'est ce qui est souhaitable pour un être vivant sur Terre, c'est d'être curieux et de prendre du plaisir à découvrir des choses nouvelles. Donc le dauphin. Donc est-ce que ça annonce le prochain thème d'une prochaine trilogie? Le dauphin? Ah, j'ai déjà traité le dauphin dans le 6e sommeil parce que les dauphins rêvent en permanence. Ils ont une moitié de leur cerveau. En fait, ils se reposent jamais. Ils ont une moitié de leur cerveau qui rêve et une moitié de leur cerveau qui gère la nage. Ils ne restent jamais immobiles comme nous, avec les 2 yeux fermés. Donc, je me suis dit qu'on a des choses à apprendre sur notre propre sommeil en observant le sommeil des dauphins. Mais c'est dans le 6e sommeil que j'ai exploré, même s'il n'y a pas le mot dauphin, mais que j'ai exploré cet animal. Et je crois que
En plus, il a un langage très complexe et les chants de dauphins et la subtilité de leur communication me laisse à penser qu'ils ont des cerveaux très développés. Merci. Et vous, Pascal Wagner-Egger, quel animal seriez-vous? Je choisirais l'être humain parce qu'en fait, c'est le seul qui étudie systématiquement les autres et qui essaye de les comprendre. Donc, on a quand même cet avantage sur les autres, même si les autres sont curieux et intelligents. Je crois que les êtres humains le sont encore plus. Donc, voilà. Moi, je ne choisirais pas forcément moi, mais un être humain, oui, sans doute. Merci. Émilie Gentil, pour votre part, quel serait votre choix? Alors, je suis très embêtée parce que j'avais donné exactement la même réponse que Bernard Werber, encore une fois. Ce n'est pas grave. Parce que non, mais j'allais aussi dire le dauphin parce que justement, c'était mes premiers amours et c'est ça qui m'a motivée à devenir éthologue. Donc maintenant, du coup, je cherche quel autre animal j'aimerais être. Mon choix suivant, ça aurait été la baleine. Et après, il y a des animaux que j'adore, mais qui ne seraient pas foncièrement l'animal que je choisirais pour l'être. Peut-être le chat domestique, qui du coup a l'air lui aussi de passer beaucoup de bon temps et qui n'a pas beaucoup de choses à faire dans sa journée. Voilà. Mais le dauphin, ça aurait vraiment été mon premier choix. Ah, il peut y avoir plusieurs dauphins, hein. Rassurez-vous. Oui, voilà. Vous ferez un petit troupeau de dauphins très heureux dans l'océan, tous deux. Et Adrien Leboeuf, pour votre part, Oui, quel si, animal si je seriez-vous? peux sortir de le kingdom des animaux, et je vais être un champignon, un type de champignon, parce que en fait, ils sont très distribués, mais il y a quand même un organisme qui a des communications entre des différentes parties, et ça peut être géante, absolument géante. Des kilomètres, 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 et tous travaillent ensemble. Parfait. Merci. Je me permets de prendre déjà une question du public. Vous voyez, ça arrive très, très rapidement. Une question de Fabienne Ménétret, qui est en train de lire un livre de Bernard Werber en ce moment et qui demande: pensez-vous qu'il y ait une dimension de spiritualité chez les animaux? Bernard Werber, voulez-vous répondre? Alors, spiritualité telle qu'on le conçoit chez l'homme, non, mais je crois qu'ils ont leur propre spiritualité. Par exemple, quand on observe une fourmilière, on voit bien qu'il y a une intelligence collective et qu'il y a un ensemble d'êtres qui sont tournés vers quelque chose qui les dépasse, à savoir le bien-être de la cité. Donc, c'est comme s'ils se réalisaient à travers les autres, ce qui est quelque chose que l'homme, pour l'instant, n'arrive pas encore à faire, ou alors juste durant les matchs de football, et ça dure le temps du match. Sinon, le chat me semble... C'est pour ça que j'ai choisi les fourmis et les chats. Le chat me semble un animal qui a un rapport à la mort assez intéressant, dans la mesure déjà où, quand un humain va mourir, visiblement, il le perçoit probablement par des odeurs et il vient, alors qu'il n'a aucun intérêt à le faire, il vient se mettre à ses pieds. C'est ce qui a fait longtemps penser que les chats étaient des psychopompes, c'est-à-dire ils aidaient l'âme à monter. Et ensuite, il y a une autre chose troublante dans le comportement du chat, c'est qu'il se cache pour aller mourir. Et ça aussi, ça n'a pas d'explication, comme s'il avait une sorte de pudeur que n'a pas a priori le chien. Le chat, quand il va être blessé, il va pas vouloir que son maître le voie dans un piteux état, donc il va aller se cacher pour qu'on ne trouve pas son cadavre. Ce qui ressemble au premier comportement funéraire, puisque l'homme, on peut considérer que la civilisation humaine a démarré dès le moment où on s'est mis à enterrer nos morts. Et ce qui veut dire qu'il pense que le fait de mourir, c'est pas un élément anodin et que ça mérite un comportement différent. Voilà, ce qui me fait penser qu'en tout cas, les fourmis et les chats
ont des formes de spiritualité intéressantes qui peuvent nous aider aussi à comprendre notre propre place sur Terre. Et du côté des primates, Émilie Gentil, que pourrait-on dire sur leur spiritualité? Alors moi, bien entendu, j'ai une approche beaucoup plus cartésienne, on va dire, de l'animal, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'exemple similaire à ce que vient de décrire Bernard Werber sur les chats. Par contre, on a pu, c'est vrai, observer parfois des grands singes qui vont, face à la mort d'un individu de leur groupe, adopter des comportements assez particuliers, comme si, après, il y a toujours la place à l'interprétation et l'anthropomorphisme, mais on a l'impression qu'ils vont procéder à une sorte de rituel funéraire. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment des choses qu'on a pu voir de manière anecdotique. C'est pas vraiment quelque chose qui se retrouve comme si c'était quelque chose qui est vraiment partie essentielle de leur comportement. Mais c'est vrai qu'on a pu observer ça en captivité et aussi dans la nature, où ils vont dans un premier temps essayer de réanimer l'individu, puis ensuite vont veiller l'individu pendant un certain temps. En captivité, on a pu observer une fois un chimpanzé dont l'ami, on va dire l'ami entre guillemets, proche était décédé et qui pendant plusieurs jours à chercher et est resté à l'endroit où l'individu était mort et puis n'a pas bougé pendant quelques temps. Mais voilà, de là à parler de spiritualité, je ne sais pas. Voilà. Et de votre côté, Pascal Wagner-Egger? Oui, je dirais que le terme de spiritualité, il est un peu connoté religieusement. Donc, ce qui est sûr, en tout cas en psychologie, on étudie la conscience, on essaye d'étudier la conscience des différents, alors des êtres humains bien sûr, mais des animaux aussi, en psychologie comparée, psychologie animale. Donc, il y a toutes sortes d'études scientifiques de voir est-ce que les animaux se reconnaissent dans le miroir, est-ce qu'ils ont une conscience d'eux-mêmes, de soi. Et ça, c'est passionnant. Après, ça dépend ce qu'on entend par spiritualité, mais bien sûr, une conscience, ça va de rien du tout à la conscience humaine, qui est sans doute la plus développée, puisque l'être humain est sans doute le seul à imaginer sa fin inévitable. Donc, voilà, je pense que tous les animaux ont des niveaux de conscience différents, ils voient des choses un peu pareilles, mais aussi un peu différentes, et c'est ça qui est important à étudier. Après, l'idée de la spiritualité, c'est plus du domaine de la croyance, hein, ou des grandes questions. Voilà. De la spiritualité au fluide social, il n'y a qu'un pas. Adrien Leboeuf, pouvez-vous nous en dire plus sur l'étude de ces fluides sociaux? Oui, donc pas la spiritualité, le fluide social. OK. Oui, le Oui. fluide social. Le fluide social. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ouais. Pour moi, le concept de spiritualité, c'est un concept qu'on percevoir chez nous. On a ça va dire quelque chose. Mais si on était des aliens qui voient les humains et voir nos comportements, on ne peut pas voir le même sentiment. On seulement voit le comportement. Et en fait, comme tous les autres avaient dit, c'est un peu... on ne peut pas comprendre le vie dedans des animaux, mais peut-être il y a des choses similaires ou différentes, mais à la base, l'évolution a créé nos cerveaux et avoir l'idée de spiritualité et plaisir de spiritualité. Et, et donc, probablement, il y a des choses similaires chez les animaux. Mais chez les fourmis, on a c'est pas tous les fourmis, mais beaucoup des fourmis, ils font des échanges bouche à bouche tout le temps.
C'est une méthode pour distribuer leurs ressources dans toutes les colonies et aussi une méthode pour communiquer et faire les décisions communes entre eux. Et on peut peut-être penser de ça comme une Internet des fourmis, des journaux des fourmis, de radio des fourmis. Mais c'est comme une rivière qui pousse vers toute la colonie et qui passe des choses entre eux. Donc, c'est très spécial. Les humains, on n'a pas exactement la même chose. Je suis contente qu'on n'utilise pas les fluides sociaux pour communiquer. Mais c'est fascinant de voir les communications entre eux. C'est une méthode pour entendre. Donc, c'est une sorte de salive qui contient. Donc, c'est une sorte de salive qui contiendrait en elle des informations. C'est cela à peu près? Exactement. Ils avaient en fait 2 estomacs. Un estomac en première qui est l'estomac social et c'est ça qui est utilisé pour partager le fluide et le propre estomac qui est arrière pour digérer la nourriture. Et dedans cet estomac social, elle met beaucoup de choses, des hormones, des protéines qui elle fait elle-même. Et donc, c'est parce que ça, on peut dire c'est la communication entre eux. C'est pas seulement le partage de nourriture. D'accord. Nous allons rester encore un petit peu chez les... Oui, je vous laisse poursuivre. Oui, nous allons rester un... Pourquoi il met... Oh, pardon. Non, allez-y. Je vous ai coupé, allez-y. Il met des choses dedans cette fluide. Il y a des messages pour le système immunitaire. Je suis malade ou pas. Aussi des messages pour les larves. Et ça, c'est le pouvoir de cette communication. Comment tout le monde dans la colonie peut contribuer à le développement de la société. C'est parce que tout le monde met leur propre opinion, plus ou moins, des votes peut-être, on peut dire, dans cette salive et partagée. Voilà. Bernard Werber, qu'est-ce que cela vous dit, ces fluides sociaux? Vous qui devez beaucoup aux fourmis et les fourmis vous doivent également beaucoup. Moi, j'avais été fasciné par ce qu'a évoqué Adrien Leboeuf du jabot social, à savoir, c'est comme si on avait dans notre corps un organe de la générosité. C'est comme si on avait en permanence une réserve de nourriture qui sert qui est prête à être offerte aux nécessiteux. Et je me suis dit, voilà le fruit de 120 millions d'années d'évolution. Parce qu'il faut quand même rappeler que les fourmis sont sur Terre depuis 120 millions d'années, alors que l'homme est sur Terre au mieux depuis 3 millions d'années. Donc peut-être que dans 120 millions d'années, nous aussi, ou dans 117 millions d'années, nous aussi, on aura peut-être un deuxième jabot social qui poussera, qui nous obligera à être en empathie avec nos congénères, qui nous forcera à être généreux. Et moi, je vois ça comme une évolution. Mais je suis persuadé que les fourmis sont une espèce plus évoluée et plus avancée que l'espèce humaine, au-delà du fait qu'on peut parler par ordinateur, qu'on a plein d'objets, en considérant que c'est ça le sens de l'évolution. Il me semble que les fourmis ont trouvé un sens plus, comment dire, plus ambitieux, qui est celui de se comprendre entre eux et celui... Excusez-moi, c'est Siri qui... J'ai dû penser à un mot qui commence par Siri. Et je crois que quelque part, les fourmis nous montrent un système
dans lequel il n'y a pas d'égoïsme. Et pour l'instant, l'une des choses qui nous fait souffrir, ce qu'on voit d'ailleurs avec le Covid, et au fur et à mesure que le stress monte, on voit apparaître de plus en plus d'égoïsme, c'est-à-dire que chacun se dit et moi dans tout ça, pourquoi mes intérêts ne sont pas pris en compte? Si nous étions des fourmis, la générosité et la solidarité seraient naturelles. Donc voilà, ce qui me fait le fruit n'est qu'une expression de cette générosité et de sens de solidarité qui nous manque et qu'auront peut-être nos descendants s'ils arrivent à survivre dans 117 millions d'années. Vous avez mentionné le Covid, le fameux Covid, point que je voulais aborder plus tard, mais nous recevons un certain nombre de Désolé. messages en lien avec le Covid, donc je vous propose qu'on avance le point et nous reviendrons ensuite. Une question également d'un auditeur ou d'une auditeur qui n'a pas signé et qui demande: est-ce que les espèces ayant une organisation sociale plus collectiviste ont de meilleures capacités à s'adapter à ce type de crise telle que nous la connaissons aujourd'hui? Donc, davantage que nous, sociétés plus individualistes. Qui aimerait répondre à cette question-là? Pascal Wagner, Heger, est-ce que ça vous inspire? Oui, Ou volontiers. bien Adrien Leboeuf qui... Oui, allez-y. Alors, juste, pour revenir juste avant sur les animaux, hein, moi, alors, c'est peut-être la différence entre l'écrivain ou le scientifique, c'est-à-dire que il faudrait pas non plus, à mon avis, idéaliser les autres espèces animales, hein. Alors, c'est tentant de voir ce que les espèces ont de mieux que nous pour s'en inspirer, ça c'est bien, mais en fait, chaque espèce a ses avantages et ses inconvénients. Les fourmis, elles ont très peu de conscience d'elles-mêmes, et donc les êtres humains qui sont mis dans un système collectiviste comme le communisme n'étaient pas très heureux non plus. Donc voilà, hein, donc, et je dirais chaque espèce a ses avantages et ses inconvénients. Les primates sont très aimants par rapport à leur groupe d'appartenance, mais ils peuvent être horriblement cruels avec les membres des autres groupes. Hein, donc je dirais que les êtres humains, alors c'est vrai qu'on peut s'inspirer des avantages des autres animaux, mais voilà, je crois que chaque espèce a ses bons et ses mauvais côtés. Et puis alors, pour la question sur le collectivisme, hein, effectivement, en psychologie, on étudie les cultures collectivistes ou individualistes. Et effectivement, là aussi, on ne peut pas toujours tirer de mieux l'une que l'autre, hein. C'est-à-dire que tous les êtres humains ont les deux tendances. Dans certains contextes, on voudra mieux réussir, et même dans les sociétés collectivistes, par exemple les chasseurs-cueilleurs, certains voudront être un meilleur chasseur qu'un autre, etc. Donc voilà, on a déjà les deux tendances chez tous les êtres humains, et effectivement, dans certains contextes, c'est mieux une stratégie qu'une autre. Le collectivisme, bien sûr, en cas de catastrophe, sera mieux, hein, l'entraide et l'empathie, parce qu'elle existe aussi chez l'être humain, hein, cette entraide et cette empathie, probablement peut-être même plus que chez la fourmi, parce que la fourmi, elle est obligée quelque part de se sacrifier pour les autres, parce qu'elle est obligée génétiquement. Hein, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se reproduire elle-même, donc en fait, elle n'a pas d'autre choix que de défendre sa reine et ses collègues. Alors que l'être humain le fait par choix, ce qui est peut-être quand même mieux, plus difficile, parce que justement, il y a la tendance égoïste qui va s'y opposer. Mais voilà, je dirais qu'effectivement, les sociétés collectivistes ou individualistes peuvent être meilleures dans certaines circonstances que dans d'autres. Mais heureusement, même dans les sociétés individualistes, en cas de catastrophe, on observe des vagues d'empathie et de solidarité. Adrien Leboeuf, vous vouliez intervenir? Bienvenue. Oui, je suis vraiment d'accord que la chose que Pascal avait dit. Mais en fait, il y a vraiment des animaux qui sont évolués pour combattre des épidémies. Et en fait, les fourmis sont les animaux parfaits pour ça, parce que ils avaient eu millions d'années d'évolution à travailler dans des sociétés très denses, très, très proches. Et donc, s'il y a une épidémie, pas tout le groupe est malade. Et donc, il y a des choses qu'on peut voir. Il y a des différentes approches dans les différentes espèces
où des individus s'isolent à part de la colonie, dans quelques espèces. Dans les autres espèces, ils transmettent des choses quand ils sont malades qui aident les autres à combattre le pathogène. Donc, c'est quelque chose de super intéressant. Mais comme Pascal avait dit, ils sont une colonie de fourmis est comme une géante famille très, très proche. Tous les individus dans la colonie sont plus related que nous dans nos familles, avec nos parents ou nos enfants. Et donc, il y a des pressions de génétique, d'évolution, de travail très bien ensemble. Mais ça donne beaucoup des idées intéressantes pour nous de mieux travailler ensemble dans nos sociétés. Oui. Si on reste encore un petit moment sur le fameux thème du Covid, est-ce que on pense que le Covid est d'origine animale? Pensez-vous que la pandémie a modifié notre rapport aux animaux? Émilie Gentil, je ne sais pas si je vous donne la parole. Oui. Alors, j'ai pas l'impression que particulièrement le Covid ait pu changer notre perception des animaux parce que ça a toujours été un peu le cas. Toutes les départs de maladies, souvent, j'ai l'impression qu'on a pointé du doigt les animaux. Je pense déjà rien qu'au sida, on a pointé du doigt les grands singes. Il y a plein d'autres pandémies comme ça ou épidémies qui ont été estimées d'origine animale. Donc je pense qu'il y a toujours eu cette crainte de la transmission de maladies par l'animal et je ne pense pas que ce soit quelque chose de nouveau aujourd'hui avec le Covid. Et je n'ai pas l'impression, en tout cas de ce que je peux percevoir dans ma profession, dans mon entourage, que c'est changer notre perception de l'animal. Mais je me trompe peut-être. D'accord. Bernard Werber, est-ce que le thème humains et animaux face au virus, je pourrais faire un bon sujet, même si votre dernière trilogie l'esquisse également? Alors d'abord, il faut voir que les virus étaient sur Terre avant nous. C'est une forme de vie. Nous avons des bactéries, nous avons des virus à l'intérieur de notre corps. Et la lutte de l'homme contre les virus fait partie de son évolution, de son histoire. Maintenant, ce qui nous arrive, c'est une pandémie mondiale avec une communication permanente. C'est ça la nouveauté. Avant, quand il y avait la peste, on ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas que c'était les rats et les puces qui étaient responsables. Et on n'avait pas les informations. Maintenant, on a les informations. J'ai l'impression que toutes les générations sont amenées à évoluer grâce au virus, évoluer ou disparaître. Mais en tout cas, ce rapport de l'homme, c'est un rapport de l'homme à la nature et un rapport de l'homme à un ennemi qui est minuscule parce qu'il a détruit tous les ennemis qui étaient... il n'y a plus de lions, il n'y a plus de loups qui nous attaquent, il n'y a plus de tigres. Donc maintenant, c'est l'infiniment petit qui s'attaque à nous et ça va nous obliger à muter, à changer nos comportements. Je pense que plus rien ne sera pareil après cette crise parce qu'on aura compris déjà qu'on était... qu'on pouvait être détruit par quelque chose qui a l'air minime et qu'on n'a pas de parade et que la science n'a pas des réponses à tout. Longtemps, on a cru que la science allait nous sauver, et là, maintenant, on s'aperçoit que d'abord, il y a plusieurs discours scientifiques, et ensuite que finalement, devant ces petites entités, nos scientifiques ont des solutions qui semblent plus des tâtonnements que des réponses claires et nettes. Donc ça nous oblige à mieux savoir qui nous sommes, et ça nous rappelle que nous sommes fragiles, ce qui est intéressant. Puis dans le rapport animal, je dirais, a priori, si c'est comme les Chinois disent, un rapport aux pangolins et aux chauves-souris, ben, j'espère qu'ils vont arrêter d'en manger, parce qu'en effet, quand j'étais en Chine, j'ai vu qu'ils mangeaient vraiment tous les animaux sauvages, et c'est quand même un peu dangereux, et c'est un comportement qui mérite d'être surveillé en tout cas. D'accord.
Oui, Émilie Gentil, vous levez la main? Non, pour rebondir. Allez-y. Oui. Non, pour rebondir, je suis tout à fait d'accord avec Bernard et c'est quelque chose que j'ai souvent dit dans mon entourage justement au moment du début du Covid, que enfin on allait peut-être se rendre compte qu'on n'était pas en suprématie sur Terre et que des choses toutes petites et invisibles pouvaient nous diriger. Et donc si ça permet de changer quelque chose, en tout cas j'espère que c'est ça, c'est un petit peu la vision de nous-mêmes plutôt dans le monde animal plutôt que notre vision sur les animaux. Et par rapport à la consommation d'animaux qui seraient susceptibles de transmettre des maladies, ça aussi, j'espère que ça peut changer certains comportements alimentaires. Mais on ne le voit pas beaucoup par rapport aux grands singes, justement, ou des animaux qui sont braconnés dans leur milieu naturel. On n'a pas vu beaucoup d'évolution à ce niveau-là, en tout cas par rapport à d'autres maladies qui ont causé des problèmes précédemment, malheureusement. Mais espérons que celle-là peut-être change cette chose-là. Certaines voix se sont d'ailleurs élevées pour affirmer que la pandémie était une réponse de la nature et des animaux à l'homme pour la maltraitance qu'il leur inflige tous les jours. Qu'est-ce que vous inspire cette assertion? Je m'adresserai à Pascal Wagner-Egger. Alors, moi, je reconnais là le biais téléologique, hein, c'est-à-dire cette interprétation que la nature aurait une volonté propre. Et en fait, bon, c'est possible qu'elle l'ait, mais c'est pas du tout prouvé. Hein, donc, c'est de l'ordre de la croyance. Et en fait, on peut privilégier des explications beaucoup plus simples. C'est quelque part le succès de l'humanité qui fait qu'elle devient sensible à des virus, des pandémies mondiales. Le succès de l'humanité au sens biologique, parce que c'est un succès à double tranchant puisque l'humanité a tellement de succès et qu'elle s'est répandue sur toute la surface du globe, mais elle commence à mettre en danger son propre milieu. Donc voilà, hein, c'est un succès relatif, mais effectivement, avec cette mondialisation, des échanges et ces voyages en avion on peut circuler à travers la planète très facilement, les virus et les pandémies mondiales seront de toute façon le défi du futur, hein, qui vont avec cette humanité qui réussit trop bien et qui, voilà, avec sa réussite technique et scientifique, peut mettre en danger son propre environnement. Donc, espérons que maintenant la sagesse humaine, enfin, parce qu'il y a une part de sagesse et il y a une part aussi, évidemment, de comportements mauvais, mais la part de sagesse, espérons qu'elle puisse éviter ce problème d'environnement. Adrien Leboeuf. Je suis juste d'accord avec Pascal. D'accord. C'est vraiment important. Et vous, Bernard Werber, que vous inspirent ces voix qui crient à la punition divine? Alors moi, je suis romancier, donc je ne suis pas scientifique. Et évidemment, je trouve que c'est un thème romanesque fabuleux, à savoir toute action entraîne une réaction. Et nous sommes comme des enfants qui n'arrêtons pas de faire des bêtises et personne ne nous dit rien. Donc il y a un moment où le mot « la nature se venge » c'est trop fort, mais en tout cas, nous sommes forcés de devenir raisonnables. Quand on voit... Enfin, moi, quand j'étais journaliste scientifique, j'ai visité les abattoirs. Ce que j'ai vu m'a horrifié. Et j'ai changé mon comportement alimentaire à partir de là. Donc, je ne suis pas vegan ni végétarien, mais je suis flexivore, c'est-à-dire je mange le moins de viande possible, et essentiellement du poisson, genre une fois par mois. Mais surtout parce que j'ai l'impression que c'est immoral la manière dont, par exemple, on met les poulets dans des cages où ils ne peuvent même pas poser les pattes, la manière dont on traite les porcs, dont on traite les bœufs, qui naissent pour mourir, ou les porcs, oui, qui sont nés pour engraisser et mourir avec uniquement un souci de rentabilité et qui sont vus comme de la matière première. Ça, c'est une perversion. On ne peut pas considérer qu'un être qui a un cerveau, qui a 2 yeux et un système nerveux complexe, c'est juste de la matière première pour nous nourrir. Il y a un moment où toute notre civilisation s'est pervertie dans son rapport aux animaux.
Et il y a quelque chose à repenser autrement. Alors évidemment, se dire que la nature se venge, c'est peut-être un concept trop romanesque, justement, mais en tout cas, se dire que notre manière de faire souffrir les animaux, ça va introduire que nous mettons à l'intérieur de notre corps de la souffrance, ça m'a l'air déjà un début de réflexion qui me semble intéressant. Je pense que les générations futures vont changer leur rapport aux animaux et que peut-être qu'ils penseront à l'homme de l'an 2021 en se disant à dire qu'à l'époque, ils avaient des abattoirs dans lesquels ils égorgeaient les bêtes de manière ignoble, ils les enfermaient dans des espaces extrêmement réduits, ils leur donnaient à manger des ordures. Et quand ils repenseront à ça, ils penseront à nous comme à des sauvages et des barbares. Comme nous-mêmes, par exemple, nous pouvons être choqués de savoir que nos plus lointains ancêtres étaient des charognards et des cannibales. Eh ben, parce que nos lointains ancêtres étaient des charognards et des cannibales simplement parce qu'ils n'avaient rien à manger, ils étaient forcés de le faire. Et ben, peut-être que nous avons encore un comportement par rapport à la viande ou par rapport aux autres animaux qui pourra paraître extrêmement obscène pour les générations de dans 300 ans ou 400 ans. Et à ce moment-là, on se dira, ben, ce qu'il aurait retourné sur la gueule, c'est bien fait, ça leur a donné à réfléchir et ça leur a permis de changer de comportement. À propos de viande et de carnivore, j'ai lu aujourd'hui, ça vient de sortir, c'est toujours aussi en relation avec le Covid, ensuite on sortira de la thématique. La Russie vient d'homologuer un vaccin contre le Covid à destination des animaux et des animaux carnivores, chats, chiens, etc. Qu'est-ce que ça vous... Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai lu ça avec une certaine interrogation. Émilie Gentil, à l'époque, nous n'avions pas prévu de médicaments ou de vaccins pour les singes contre le sida. Qu'est-ce que ça vous provoque, cette nouvelle? Alors, je la découvre comme vous. C'est vrai que c'est étonnant, mais ça montre encore une fois que peut-être c'est quelque chose qui a, comment dire, un objectif économique derrière, puisque si c'est dirigé vers les chats, les chiens domestiques, je pense qu'il y a une grosse inquiétude. Je me rappelle en tout cas qu'au début de l'épidémie, beaucoup de personnes s'inquiétaient de la transmission du Covid à leurs animaux domestiques et si ils pouvaient leur transmettre en retour. Il y a eu, je crois, pas mal d'abandons d'ailleurs d'animaux domestiques à ce moment-là. Donc oui, pourquoi pas, tant mieux si on peut protéger les animaux. Moi, personnellement, ça m'arrangerait bien qu'on puisse protéger, grâce au vaccin, les animaux qui sont en voie de disparition, puisque par exemple, on ne peut plus en ce moment aller vraiment sur le terrain observer les grands singes, puisqu'on a trop de risques de leur transmettre le Covid. Donc ça limite beaucoup nos recherches en ce moment. Donc si on pouvait aussi les vacciner, ce serait formidable. Maintenant, voilà, moi aussi, je me questionne sur cette nouvelle. Est-ce que c'est vraiment de l'altruisme envers les animaux ou est-ce qu'il y a vraiment derrière plutôt une question économique, sachant que les admirateurs de leurs animaux vont l'acheter? Je ne sais pas. Je me questionne en même temps que je parle. Merci. Merci. Est-ce que cette nouvelle étonnante inspire d'autres avis? Pascal Wagner-Egger, est-ce que ça rapproche? Oui, vous m'entendez? Oui, alors j'entends beaucoup d'écho. Je pense que comme... Ah, oui, j'ai entendu aussi un écho, mais j'ai plus d'écho là. Ça va? Vous m'entendez? Je pense comme Émilie, je suis d'accord. Hein, c'est-à-dire que à la fois il doit y avoir un objectif commercial, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce mouvement de nos sociétés qui est qu'on devient de plus en plus sensible à la souffrance des autres. Et tous les débats qu'on a actuellement sur le politiquement correct, en fait, viennent de là. Hein, je suis en train de lire le très beau livre de Steven Pinker qui s'appelle La part d'ange en nous. Et donc, il montre ce grand mouvement de nos sociétés vers de moins en moins d'acceptation de la souffrance envers les minorités, envers les femmes, envers
enfants vers les animaux maintenant, justement, avec l'antispécisme. Donc, je rejoins Bernard, hein, c'est-à-dire que je pense que l'être humain va aussi devenir de plus en plus sensible à la souffrance des autres, et il est en train de le faire, hein, ça c'est sûr. Donc, c'est un des bons côtés de la pandémie ou du réchauffement climatique, c'est que l'être humain est ramené un petit peu à sa condition d'être vivant parmi les autres, et il va être poussé à faire de plus en plus d'efforts pour conserver le tout. Donc ces vaccins pour animaux, c'est un petit peu comme le politiquement correct, hein. Ça peut paraître un peu ridicule, mais en même temps, il y a ce sentiment qu'on va protéger aussi les animaux. Et quand on voit, hein, l'investissement émotionnel de nos animaux domestiques, on les considère vraiment comme des proches, et ils sont psychologiquement comme des proches. À leur décès, on pleure comme un décès de quelqu'un de notre famille, hein. Donc, on voit très bien qu'on peut nouer des liens affectifs presque aussi forts qu'avec des humains. D'accord. Juste en passant, Monsieur Werber, des auditeurs s'inquiètent pour vous et craignent que le beau chat noir derrière vous ne vous tombe sur la tête. Ils le voient en équilibre instable. Tout va bien. En fait, c'est le principe du suspense. Il faut mettre un élément dans le décor qui semble étrange, et tout d'un coup, le regard est focalisé dessus. Mais merci de vous inquiéter Mais pour vous n'êtes ça. pas en Et danger. si ça arrivait, ben, oui, a priori, ça m'a l'air stable. Mais si ça arrive, ça crée un événement qui pourrait faire le buzz, et ça peut présenter un intérêt pour cette conférence. Je suis prêt à me sacrifier pour que le message sur la condition animale passe auprès du grand public. D'autres également s'inquiètent des grosses fourmis que vous avez derrière vous, Madame Leboeuf. Oui. Elle partage le bureau avec moi. C'est pour l'ambiance. Il y a un chat et des fourmis en plus. C'est marrant. Votre affiche derrière, ça représente quoi? En fait, c'était un cadeau. Un ami qui travaille avec les fourmis, elle se mariait, et c'était des symboles pour elle. Elle étudie l'isolation des fourmis et comment on peut. Elle meurt. Je ne sais pas de dire proprement en français, mais les fourmis, elles meurent quand ils sont isolés. Et comme humains, comme les humains, quand on est toute seule, c'est pas bon pour la santé. C'est la même chose à la fourmi. Parfait. Les animaux sociaux sont comme ça. Merci. Je prends une question du public à nouveau. C'est à nouveau Fabienne Ménétret qui pose la question de l'intuition animale et qui se demande en fait pourquoi cette intuition a été évincée chez l'homme, que l'homme fait de moins en moins appel à son intuition. Alors peut-être qu'en termes d'intuition, Émilie Gentil, ça nous permettra de faire le lien avec les grands singes, les primates. Vous étudiez la communication entre les singes. Est-ce que les singes utilisent beaucoup l'intuition? Alors, encore une fois, c'est une question assez compliquée parce que, comme l'a dit Adria tout à l'heure très bien, c'est très difficile en fait d'étudier ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, de l'esprit des animaux. La seule façon qu'on a de comprendre ce qu'ils pensent, c'est vraiment d'observer leur comportement, parce que c'est la seule chose que l'on peut mesurer, à part aussi les mesures physiologiques. On va se baser sur les comportements pour en déduire ce qui se passe à l'intérieur de leur esprit. Donc, quand on parle d'intuition, je ne sais pas si on parle d'instinct plutôt. Alors oui, ils ont des instincts qui sont inscrits dans leur génétique. Nous avons aussi encore des instincts que peut-être on arrive un petit peu mieux à contrôler, mais on en a toujours.
Après, si on parle d'intuition comme d'une manière de pouvoir anticiper des événements par rapport à une expérience préalable qu'on aurait pu avoir, je pense que oui. Alors les animaux sont tout à fait capables de ça dans leur milieu naturel et comme nous. Maintenant, comment faire le lien avec la communication? Je ne sais pas trop. Mais oui, donc j'étudie vraiment la façon dont ils communiquent entre eux. Et c'est vrai qu'une des différences, justement, je pense que c'est qu'ils ne peuvent pas, comme nous, discuter des choses du quotidien ou en tout cas se projeter, parler des événements qui sont passés ou qui vont avoir lieu. Ça va être vraiment toujours sur des choses qui se passent sur le moment, dans le présent et qui sont liées le plus souvent au contexte présent dans lequel ils sont en train d'interagir. J'essaie de trouver le moyen de faire un lien avec l'intuition. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider pour m'orienter. Non, sur, oui, Monsieur Werber. Oui, Voilà. Jean, je crois que ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Émilie, c'est qu'en fait, les animaux vivent dans le présent et il n'y a que l'homme qui a cette spécificité, qui fait aussi son honneur, comme parlait Pascal, à savoir qu'il vit avec une histoire passée. Nous sommes la seule espèce qui connaît ses origines. Le chat ne sait pas qui était le premier chat qui est apparu sur Terre. Nous sommes la seule espèce qui connaît ses origines, et c'est la seule espèce qui commence à faire des projections dans le futur. C'est-à-dire nous vivons en prévision de notre propre mort, et nous vivons en prévision de comment l'actualité va avancer. Donc nous sommes en permanence dans les souvenirs passés, dans la connaissance de notre propre histoire, dans le souvenir de notre enfance et l'enfance de notre espèce, et en même temps dans la projection de notre propre mort et la mort de notre espèce. N'importe quel chien, il n'a qu'un seul souci, c'est trouver un arbre pour pisser, trouver une femelle, trouver des croquettes. Il vit dans le présent. Étant dans le présent, il est beaucoup plus attentif au présent. Nous, vu que nous sommes tout le temps distraits, en plus maintenant on est distrait par nos smartphones, on est distrait par Internet, on est distrait par la télé, on a tout le temps en fait une pensée éparpillée. Donc dès le moment où on a une pensée éparpillée, on ne voit pas certaines choses dans notre présent que les animaux voient. Un chat, il suffit de l'observer, il est hyper attentif. Et s'il regarde la nature, il va repérer tout de suite la moindre chose qui bouge, il va percevoir avec ses oreilles le moindre petit mulot qui court derrière lui aux alentours, il perçoit avec ses vibrisses tout ce qui est autour de lui. C'est-à-dire qu'il a une perception beaucoup plus puissante du présent et du décor que nous, qui zappons très très vite entre des tas d'informations que nous mélangeons à notre passé et notre futur. Donc, si on a une forme de spiritualité à tirer aussi des animaux, c'est celle de vivre dans le présent et d'arrêter d'avoir une pensée éparpillée. Voilà. Et donc, c'est pas des intuitions, c'est juste qu'ils sont attentifs. Mais moi, je trouve que c'est la plus grande qualité que je vois chez un être humain, c'est qu'il soit attentif. Et je crois que l'un des problèmes de la prochaine génération, c'est qu'à force de vivre avec des ordinateurs, des jeux vidéo dans lesquels il y a des tas de choses qui jaillissent partout, plus le téléphone, plus les écouteurs, plus ce machin, ils ne savent plus se concentrer, ou ils ont un temps de concentration qui est de plus en plus réduit. Là, c'est aussi un enjeu d'espèce. Ça nous amène à la question d'une auditrice sur l'intelligence dite supérieure de l'espèce humaine, capable de faire 1000 choses à la fois et parfois rien du tout. Donc, sa question de Tatiana Rigaud, comment justifier une intelligence supérieure de l'espèce humaine alors que nous nous entretuons, polluons, massacrons notre environnement et cela sciemment? Voilà, qui souhaiterait y répondre à cette question très engagée philosophique? Madame Leboeuf, je vous écoute. Un petit réponse. Nous n'avons pas évolué pour travailler dans les énormes groupes des humains qu'on est maintenant. Et on a beaucoup de pouvoirs maintenant. Nous avons créé des outils qui sont très, très puissants et on ne comprend pas l'impact qu'on a maintenant. On n'a pas le taille dans nos têtes. Et c'est parce que ça,
on peut être très, très, très intelligente, mais stupide à la fois. D'accord. Pascal Wagner-Heger, sur cette question-là. Oui. Oui, alors encore une fois, je voudrais dire qu'on ne peut pas avoir une vision noire ou blanche, de dire l'espèce humaine est pire que les autres. Non, parce que de nouveau, c'est oublier que les fourmis sont esclavagistes, elles mènent des guerres pendant je crois, des décennies, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est des guerres qui peuvent durer des années, etc. Donc il y a des choses, et chez les chimpanzés, de même, j'ai eu ces descriptions de mâles d'une troupe qui, quand ils rencontrent un petit bébé singe de leur troupe, sont comme des papas, ils sont attentionnés, ils jouent avec. Et si par contre ils rencontrent un bébé chimpanzé d'une autre troupe pendant qu'ils chassent, ils le tuent directement, ils le mangent sur place. Donc je crois que l'espèce humaine n'est ni pire ni meilleure qu'une autre, mais simplement elle a des outils beaucoup plus puissants et elle a développé des outils tellement puissants grâce à la technoscience et c'est aussi un problème, c'est-à-dire que ces outils sont trop puissants quelque part. Et ce que l'espèce humaine doit apprendre, c'est à les gérer au mieux maintenant. Mais voilà, on ne peut pas non plus. L'intelligence humaine, elle est vraiment. Il faut aussi la louer. J'ai l'impression qu'on est toujours dans une position où on dit l'être humain, il est terrible, il est horrible. Mais je crois qu'il faut pas oublier aussi que l'espèce humaine, d'abord, elle s'améliore et c'est la seule qui a modifié son environnement. Donc, il y a quand même une réussite assez exceptionnelle. Imaginez des chimpanzés qui construiraient une fusée, qui partent dans l'espace et qui prennent des photos de la Terre ou qui vont se poser sur la Lune. C'est proprement incroyable. Donc, je crois qu'on a aussi tendance à utiliser toujours les animaux pour dévaloriser les humains, alors qu'on a des problèmes comme les autres et on a des problèmes dus à notre succès, peut-être notre trop grande intelligence nous fait qu'on doit maintenant se méfier de nos propres outils. Et cette grande intelligence nous permet heureusement aussi, puisqu'on est en train de débattre de tout ça, d'éviter à la fois les guerres. On est en train d'inventer des sociétés supranationales comme les super colonies de fourmis où on essaye d'empêcher les guerres dans le monde et c'est sans doute ce qui va se passer de plus en plus. De nouveau, ce livre de Pinker montre cette évolution de l'humanité qui devient de moins en moins violente et il y a de moins en moins de guerres malgré évidemment, il y a des explosions tout à coup ici ou là, mais si on prend les grandes tendances à long terme, en fait, l'être humain, il est obligé de devenir moins violent et moins agressif parce qu'on vit de plus en plus nombreux au même endroit. Dans une ville, ce serait un bain de sang permanent si on se conduisait comme il y a des siècles, avec beaucoup plus de violence interpersonnelle. Donc voilà, je dirais, il ne faut pas perdre espoir dans l'humanité. Ses forces et ses faiblesses sont aussi des forces et heureusement, on peut essayer de trouver quelque chose pour se sortir de tout ça. Merci pour ce message optimiste et plein d'espoir qui nous réjouit tous, j'imagine. J'aimerais revenir un petit peu au cœur de notre discussion sur les similitudes entre hommes et entre humains et animaux. Émilie Gentil, on ne vous a pas encore donné l'occasion de nous en dire plus sur la communication des grands singes et les similitudes avec celles des humains. Je vous donne la parole sur ce sujet-là. Merci. Oui, alors la raison principale pour laquelle on étudie la communication des grands singes, déjà, c'est malgré tout, déjà, dans un premier temps, c'est pour vraiment mieux les comprendre, et ça, c'est mon intérêt personnel, mais aussi, c'est pour comprendre les origines du langage humain. On n'a pas de traces fossiles, c'est vrai, Bernard disait, on connaît bien nos origines, mais malheureusement, on ne sait toujours pas comment on a commencé à parler, quelles ont été les pressions environnementales, sociales, qui ont fait que ce langage aussi sophistiqué a pu naître. Et comme on n'a pas de traces fossiles, une des façons les plus pratiques, on va dire, d'essayer de comprendre quel était en tout cas le langage des premiers hommes, c'est de regarder comment nos cousins, qui sont les plus proches finalement de l'ancêtre commun au grand singe et à l'homme, vont communiquer. Donc c'est pour ça qu'on regarde la façon dont communiquent les grands singes. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé à étudier les grands singes, on a découvert de plus en plus de similitudes dans leur communication avec le langage humain.
Donc la méthode qu'on va appliquer, c'est essayer de trouver donc quelles sont les caractéristiques qui sont vraiment spécifiques au langage humain et est-ce qu'on va retrouver certaines de ces caractéristiques dans la communication des grands singes. Donc on regarde par exemple, est-ce qu'ils ont une des particularités du langage humain, c'est qu'il est intentionnel, donc on communique vraiment les uns avec les autres avec l'intention d'informer les autres. C'est pas simplement par réaction émotionnelle, on va découvrir une ressource de nourriture ou un prédateur et on va réagir de manière émotionnelle, l'excitation ou la peur, et on va informer mais de manière non intentionnelle les autres. Donc la communication humaine est foncièrement intentionnelle et on a pu découvrir maintenant que les grands singes communiquent de manière intentionnelle, que ce soit par des gestes communicatifs mais aussi dans leur vocalise et la façon aussi dont ils combinent tous ces signaux ensemble, parce que même pendant longtemps on a essayé de trouver les origines du langage dans la communication vocale des animaux, mais notre langage, c'est pas seulement la parole. Donc, on associe la parole aussi aux gestes, aux expressions faciales, l'intonation, et c'est l'ensemble de tous ces signaux combinés qui va donner du sens à notre communication. Et c'est vrai aussi chez les grands singes. Donc, ils vont communiquer de manière intentionnelle. On a aussi découvert qu'il existait une forme simple de syntaxe dans leur communication. Ils sont capables d'associer différents signaux entre eux et la façon dont ces signaux vont être associés entre eux va pouvoir modifier le sens de l'information. Donc vraiment, ça, c'est des similitudes qu'on trouve. Les choses qui sont encore différentes, comme je vous le disais avant, c'est que cette communication ne va pas pouvoir être inscrite dans la durée. Donc, il n'y a pas de transmission de savoir, par exemple, grâce au langage chez les grands singes. Mais on retrouve quand même pas mal de similitudes. Et une des dernières études que j'ai menées met en évidence qu'ils font d'une certaine façon preuve de politesse quand ils s'adressent les uns envers les autres. Donc ça, c'est assez novateur comme découverte, parce qu'en fait, quand ils coordonnent leurs activités sociales, pour initier par exemple une activité de toilettage ou un jeu avec un partenaire, ils vont devoir déjà sélectionner le partenaire avec lequel ils veulent interagir, s'approcher de lui, s'assurer que cet individu soit disposé à interagir conjointement avec lui. Et en fonction de l'individu avec lequel ils veulent interagir, ils ne vont pas utiliser la même quantité, en tout cas, de communication. Ils ne vont pas s'adresser de la même manière à cet individu, de la même façon qu'ils vont terminer l'interaction. Et ça ne va pas se faire de la même façon si c'est un individu qui est très proche d'eux, c'est avec qui ils ont des liens très forts d'affinité, ou s'il y a une différence hiérarchique entre les individus. Donc, chez l'être humain, quand on s'adresse à un individu qui est supérieur hiérarchiquement, on va lui faire preuve de plus de politesse, plus de tact. Et à l'inverse, quand c'est un individu qu'on connaît très bien, un ami proche, on va faire preuve de beaucoup moins d'efforts. On va prendre moins de forme, on va dire, pour communiquer avec eux, et on va peut-être aussi faire moins d'efforts pour terminer l'interaction ou une conversation. Et on retrouve des patterns assez similaires dans la communication, en tout cas des bonobos et des chimpanzés. Et quand ils sont interrompus, comme dans une conversation, si maintenant quelqu'un venait et m'interrompait dans ma conversation avec vous, ma fille par exemple, qui entrerait dans la pièce maintenant, je serais obligée de me justifier et de m'excuser de cette interruption, et puis de revenir et de réengager ensuite la conversation avec vous. Eh bien, on a essayé d'observer ça chez les grands singes, et quand ils sont interrompus dans leur activité dans laquelle ils sont engagés avec un partenaire, eh bien, pour certaines situations et selon leur partenaire, ils vont avoir utilisé la communication au moment de la suspendre. Et pour reprendre l'interaction, ils vont aussi faire preuve de communication et reprendre l'interaction avec l'individu avec lequel ils avaient commencé à interagir. Donc, une fois qu'ils ont commencé à interagir avec un individu, ils ont cette forme ce sens, on va dire, d'engagement envers cet individu et envers l'interaction pour qu'ils puissent l'amener jusqu'au bout ensemble, et surtout pour s'assurer qu'ensuite, leur relation puisse perdurer dans le temps et maintenir des bonnes relations sociales.
De la même manière dont on fait preuve de politesse, c'est pour s'assurer que nos relations interpersonnelles puissent perdurer dans le temps et ne pas faire perdre la face à l'autre et ne pas non plus ruiner notre réputation. Est-ce que l'homme a des choses à apprendre des primates en termes de relations sociales, selon vos observations? Je ne pense pas, encore une fois, comme l'a dit plusieurs fois Pascal, c'est très différent. Chaque espèce a des avantages, des points positifs et des points négatifs. Je vais faire un parallèle assez réducteur, mais j'étudie les bonobos. Les bonobos, une façon tout à fait particulière de régler leurs conflits, puisqu'ils vont régler les conflits non par le biais d'interactions sexuelles pour apaiser les tensions. Donc on les appelle un petit peu les hippies de la forêt, même si c'est vraiment très réducteur, parce qu'il existe aussi des conflits chez les bonobos, hein, ils ne sont pas tous peace and love. Mais souvent, on dit, oh, on devrait prendre exemple sur les bonobos, et ils sont si pacifiques, ils font l'amour, pas la guerre. Mais je ne pense pas que ce soit non plus un modèle qui soit viable dans nos sociétés humaines. Donc, je reprendrai Pascal en disant qu'il y a du bon dans chaque société et du mauvais dans chaque société. Et je pense que chaque espèce évolue de la façon qui est optimale par rapport à ses contraintes sociales et environnementales. Et donc, on devrait normalement évoluer dans le bon sens. Et chaque espèce est la représentation actuelle optimale de son évolution. Oui. Dans Adrien Leboeuf, je vous écoute. Oui, une petite pensée. Oui, je suis vraiment d'accord avec presque tout que Émilie avait dit, mais des fois, il y a des choses qui sont évoluées, qui sont bien pour le fitness, pour nos gènes, mais sont pas morales, comme la guerre, la violence, le viol. C'est toutes des choses qui sont vraiment évoluées, mais ils sont pas des choses qui ne sont pas fiers de nos aspects, les aspects comme ça de nos évolutions. Et donc peut-être, je trouve que c'est quelque chose spécial chez les humains. On travaille vraiment dans l'abstract, comme Bernard avait dit, mais on peut avoir des morales. Et ça, c'est super. J'imagine les primates aussi, les autres primates à des morales dans leur société aussi. Mais oui, je pense que le rôle de nos morales sont importants dans nos sociétés de défendre à nos côtés méchants. D'accord. En restant avec les fourmis, selon vous, les fourmis ont beaucoup à nous apprendre sur la coopération. Vous en avez déjà esquissé un petit peu, mais vous pourriez nous en dire un petit peu plus. En quoi est-ce que les fourmis pourraient nous aider dans la compréhension de la coopération? Vraiment, on peut apprendre comment fonctionne dans une société pas hiérarchique. Les humains, on travaille vraiment avec des hiérarchies. C'est vraiment difficile de travailler dans le holacratie et des systèmes très plats. C'est difficile pour nous, mais pour les fourmis, c'est la seule méthode qu'ils peuvent travailler. La reine n'est pas une reine, sauf que ça non. Et aussi, elle pond des œufs, mais c'est la seule chose qu'elle fait. Toutes les décisions sont des décisions communes et on peut apprendre comment on peut faire nos décisions importantes dans une méthode plus démocratique, en fait. Et on voit plusieurs exemples chez les fourmis, comment ils font des décisions court terme, long terme,
beaucoup de différents types. Et c'est fascinant, ça a inspiré des algorithmes pour les ordinateurs. Et aussi, je trouve qu'on peut apprendre beaucoup pour nos entreprises parce que nos entreprises sont un peu plus comme les fourmis, fourmilières, parce qu'il y a plus d'intérêts communs. Dans, par exemple, la ville de Fribourg, nous sommes plus diverses. On a beaucoup plus d'intérêts. Mais dans une entreprise, ça peut être un peu plus similaire. Et on peut apprendre, par exemple... ouais, c'est ça. Bernard Werber, Alors, vous êtes d'accord avec cela? Oui, évidemment. L'un de nos problèmes de nos sociétés, et je pense que nous tous, nous avons été confrontés au monde du travail, c'est qu'il faut des diplômes, il faut monter patte blanche, il faut être soumis à des hiérarchies. Il y a, pour être intégré au système du travail, il faut se soumettre. Et après, il y a des systèmes de titres, d'expérience qui font qu'on vous écoute ou on ne vous écoute pas en fonction de ces titres et de cette expérience. Si on devait se reporter au monde des fourmis, dans le monde des fourmis, n'importe qui a le droit de proposer n'importe quoi. Après, c'est à lui d'être convaincant. Moi, je suivais dans ma fourmilière, il y avait une fourmi qui allait chercher, qui trouvait de la nourriture quelque part. Elle la ramenait, elle essayait de convaincre un autre groupe de fourmis d'y aller, et y arrivait ou y arrivait pas. Mais on ne lui demandait pas de montrer ses diplômes, on ne lui demandait pas de savoir si elle était copine avec le chef ou avec qui que ce soit. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de récompense, il n'y a pas une félicitation, il n'y a pas les fourmis qui ramènent le plus de nourriture, ne montent pas sur des podiums et n'ont pas droit à une augmentation de salaire. C'est un système dans lequel les gens spontanément ont envie d'agir et se réalisent dans le bien-être collectif. Le mot communisme est un très mauvais mot pour pouvoir décrire la société fourmi, tout simplement parce que nous n'avons jamais eu de société communiste, on a eu juste des sociétés hiérarchisées de type tyrannique, qui une fois étaient dirigées par des grands capitalistes et une fois qui étaient dirigées par des secrétaires du parti, mais en fait c'était exactement le même système. Donc un système dans lequel l'individu est heureux du bonheur des autres, pour l'instant ça n'a pas été testé, ce sont des utopies. Mais les fourmis, elles arrivent à ça, c'est-à-dire qu'elles n'attendent aucune récompense personnelle, elles sont dans une action naturelle dans l'intérêt collectif. Voilà, c'est en ça que nos sociétés, et notamment tout à l'heure Adrien a parlé je pense aux startups, c'est-à-dire plein de petites structures qui communiquent, plutôt que des grandes structures pyramidales. En France, puisque vous êtes en Suisse, je me permets de critiquer mon pays, nous avons trop de grandes entreprises pyramidales dans lesquelles l'énergie des individus n'est pas rentabilisée parce qu'il y a des systèmes de chefs, de petits chefs, de sous-chefs, et qu'au final, on passe son temps à lutter contre cette hiérarchie pour pouvoir faire passer les idées. Et au final, même quand elles arrivent, les idées, soit c'est le chef en dessous qui vous a volé l'idée, soit alors elle est entièrement déformée et diluée. Il faudrait repenser nos sociétés, en effet, en observant les fourmis, en se disant ça devrait être la société des bonnes idées. Vous avez une idée, vous la proposez à tout le monde, on juge l'idée, on ne vous juge pas vous en tant que personne qui a un passé, ni qui a des diplômes, ni qui a des copains. Et ça, pour l'instant, c'est une utopie. Mais c'est pour ça aussi que dans les fourmis, j'ai pensé que ce message devait être diffusé. Il faut arrêter avec les systèmes pyramidaux, il faut arrêter avec ceux qui savent et qui écrasent ceux qui ne savent pas, et ceux qui ont du pouvoir qui écrasent ceux qui n'ont pas de pouvoir. Parce qu'on s'épuise là-dedans et on perd énormément d'énergie pour construire et avancer. Enfin, c'est ce que je pense. Voilà. Pascal Wagner-Egner, pour votre part, vous décrivez la société humaine comme une fourmilière de primates. Belle métaphore. Et qu'entendez-vous par fourmilière de primates? Parce que justement, on est en train de discuter des deux modèles animaux les plus proches de l'espèce humaine, et c'est justement cette vie sociale des humains, elle est à la fois proche de nos cousins, les grands singes, mais aussi des insectes sociaux. Et ça rejoint une vieille distinction des sociologues
Ferdinand Tönnies parlait de Gemeinschaft, la communauté, et Gesellschaft, la société, pour faire la différence entre les petits groupes du style, justement, des singes, où tout le monde se connaît, où il y a chaque individu est unique et irremplaçable, parce que bon, on peut remplacer quelqu'un, mais ce sera jamais exactement la même personne. Et il y a des comportements sociaux qui se forment. Mais on a aussi ce côté fourmi ou abeille qu'on réunit énormément d'êtres humains au même endroit et on a inventé ou réinventé, comme les insectes sociaux, la division du travail. Et c'est ce qui a fait justement cet extraordinaire succès pour le meilleur et pour le pire de l'espèce humaine, c'est que c'est cette combinaison des deux modes de société, hein, le petit groupe et le grand groupe. Et alors, pour revenir un petit peu à cette idée des fourmis et de la démocratie chez les fourmis, moi, je suis un point de vue moins positif parce qu'en fait, les fourmis peuvent être coopérantes parce qu'elles sont esclaves quelque part. On n'a pas besoin de hiérarchie chez les ouvrières parce qu'elles sont esclaves chimiques ou génétiques. Elles sont obligées de faire ce qu'elles font. C'est-à-dire, chez l'être humain, là, il y aura une vraie... Alors, on peut s'inspirer, bien sûr, de cette coopération chez les fourmis et de l'appliquer chez l'être humain, mais l'être humain, il a une liberté, une certaine liberté, hein, pas totale. Et les sociétés humaines qui se rapprochent le plus des fourmilières, ce serait plutôt la société des castes en Inde. Vous n'avez pas besoin de hiérarchie. Une fois que tout le monde accepte d'être dans un groupe et n'en sort plus durant toute sa vie, la société, elle est pacifique. Donc voilà, je dirais que les fourmis ou les abeilles sont pacifiques parce qu'en fait, elles sont biologiquement contraintes à œuvrer pour le collectif. Alors que l'être humain, on doit faire la balance entre nos intérêts personnels et le collectif, et on a conscience de faire cette balance. Donc c'est plus difficile, et en même temps, c'est la vraie coopération, je dirais, c'est quand elle est choisie, c'est encore mieux, peut-être. Donc c'est pour ça que, voilà, je vois ça un petit peu comme ça, hein, c'est que effectivement, on est une fourmilière de primates et on peut justement essayer d'améliorer nos comportements dans les deux sens, en fait. Merci beaucoup. Je prends encore une question du public de Tatiana Rigaud qui demande si l'anthropomorphisme peut biaiser les recherches. Ça s'adresse peut-être à la primatologue, Émilie Gentil. Qu'est-ce que ça vous inspire? Voilà, en tant que scientifique, on doit toujours faire preuve de parcimonie, hein. Donc, c'est vrai que l'anthropomorphisme, dans la plupart du temps, n'aide pas dans le sens où on doit vraiment se baser sur des faits et non pas sur des impressions personnelles ou des intuitions, pour y revenir. Donc, il faut vraiment pouvoir prouver et parfois notre anthropocentrisme pourrait biaiser la façon dont on va interpréter des comportements. En plus, on a souvent tendance à justement interpréter les choses avec notre vision humaine et avec notre perception, et on peut parfois ne pas imaginer la façon dont les animaux peuvent percevoir le monde finalement. Donc l'anthropomorphisme ne sert pas et on doit, en tout cas dans mon domaine, on doit à tout prix essayer de s'en détacher. Maintenant, ça peut aussi parfois servir à trouver de nouvelles idées ou en tout cas s'inspirer d'un certain comportement en se disant tiens, c'est marrant, ça ressemble vraiment à la façon dont nous faisons les choses. Est-ce que je ne devrais pas aller justement vérifier que c'est vraiment de cette façon-là que ça se passe chez eux et le prouver de manière scientifique. Donc ça peut être inspirant, mais ça ne doit pas servir à interpréter les comportements. Merci. J'aurais encore une question du public. Je ne vais pas les frustrer. À propos, une auditrice demande si quelqu'un d'entre vous a lu le livre Sapiens, qui est un best-seller de Yuval Harari. Et si oui, qu'est-ce qu'il en a pensé d'un point de vue scientifique? Est-ce que quelqu'un l'a lu parmi vous? Ou oui, Bernard Moi, je l'ai Werber. lu, mais je ne suis pas scientifique. Mais c'est une réflexion, c'est une sorte de mise à plat de l'espace et du temps qui me semble vraiment intéressante, qui explique pourquoi peut-être justement l'homme est arrivé aussi vite à cette suprématie sur les animaux.
Moi, j'ai trouvé ce livre passionnant. Et notamment, il y a une question qui a été évoquée dans le livre, c'est pourquoi alors que le monde occidental, le monde chinois et le monde islamique avaient pratiquement, et le monde indien aussi, le même niveau de population et d'évolution technologique, pourquoi c'est l'Europe, le monde occidental qui a, qui a évolué technologiquement le plus rapidement. Et la réponse qu'il propose, c'était qu'il y a une curiosité envers les autres peuples, alors que par exemple les Chinois considéraient qu'en dehors de leur système, c'était que des barbares. Et je pense que c'était aussi le cas des deux autres systèmes. Je trouve que c'est une mise à plat intéressante, en tout cas qui pose les bonnes questions. Après, chacun il trouve des réponses. Mais il est bien en 2021 de faire un point où on en est de notre espèce. Et c'est pour ça que ce débat aussi est passionnant, c'est que peut-être qu'il faut aller voir les espèces non humaines pour comprendre ce qu'est l'espèce humaine, peut-être qu'il faut resituer dans le temps et dans l'espace ce qui s'est passé pour comprendre comment on est arrivé là. Mais j'ai l'impression qu'on arrive à un point d'achoppement de notre histoire où on doit s'arrêter et réfléchir. Et peut-être cette crise du Covid est symptomatique. C'est le moment, restez chez vous, arrêtez-vous, faites un bilan, posez-vous les questions, où en êtes-vous de votre vie, où en est l'humanité de son évolution, et maintenant essayez de trouver des réponses qui permettent à l'ensemble de la communauté humaine et peut-être la communauté vivante d'avancer dans une direction plus pacifique et harmonieuse. C'est, en tout cas, dans mon travail de romancier, c'est la même démarche, c'est comment faire que nos enfants aient un monde meilleur que le nôtre, sachant que nous avons déjà un monde qui est plus confortable que celui de nos parents. Maintenant, comment faire qu'il ne soit pas seulement confortable, mais qu'ils soient en harmonie avec la nature. Et peut-être que nous avons des leçons à prendre et chez les fourmis et chez les singes. C'est d'où l'intérêt de ce débat. L'heure passe, l'heure passe. Bernard Werber, certains auditeurs aimeraient également savoir, je ne sais pas si vous pouvez le dévoiler, le thème de votre prochain ouvrage qui sortira à l'automne 2021, si j'en crois bien mes sources. Alors, oui, j'ai vu que Pascal voulait poser une question en dessous, donc après lui, il faudra lui laisser poser sa question. Mais le thème de mon prochain Alors, roman, je lui c'est sur les poserai. abeilles. Mais c'est sur les abeilles. C'est sur les abeilles parce qu'en effet, après 30 ans de carrière, je me suis aperçu, depuis le début, je me disais les fourmis sont plus intéressantes que les abeilles, et je me suis aperçu que les abeilles ont d'autres intérêts que les fourmis, mais je ne peux pas passer à côté. Donc, je démarre un très gros livre. Je ne sais pas si il va être coupé, mais sur ce que je découvre sur les abeilles et sur le drame de leur disparition, parce que je ne sais pas si vous avez le même problème en Suisse, mais chez nous, on a en même temps les néocotis machin chouette là, et on a les frelons asiatiques qui sont arrivés d'ailleurs par la Dordogne, donc on sait précisément quand c'est arrivé, et on est en train de parler des formes d'intelligence animale, mais espérons qu'elles survivront suffisamment pour qu'on puisse en tirer des leçons, parce que si elles disparaissent, je pense que les grands singes aussi sont en train de disparaître. Il y a beaucoup d'espèces qui ont peut-être des leçons de sagesse à nous apporter et qui sont en grand danger actuellement. Nous sommes en train de détruire quand même une part énorme de la vie sauvage. Et il va falloir faire quelque chose. Tout à l'heure, je disais, il faut peut-être réfléchir à manger autrement. Il faut peut-être réfléchir aussi à consommer autrement pour arrêter cette destruction. En tout cas, voilà, le thème pour répondre à votre question, c'est les abeilles. Et je laisse la parole à Pascal. Pascal Wagner, on vous C'était écoute. Oui, c'était juste pour rebondir sur Harari. J'ai pas lu Sapiens, mais j'ai lu 21 leçons pour le 21e siècle et j'ai trouvé très bien parce que c'est de nouveau, on parlait de collaboration, c'est vraiment un travail d'équipe. Il a vraiment une équipe de gens qui lui donnent des sources. Il décrit sa méthode au début du livre. Et en tout cas, ce qu'il dit dans les domaines que je connais sont vraiment bien, c'est-à-dire c'est sourcé, tout est bien justifié. Donc, je lirai avec plaisir Sapiens. Je l'ai pas encore lu, mais je n'ai pas peur, en tout cas, de découvrir des choses qui seraient que je trouverais fausses ou qui seraient critiquables.
Je sais que Sapiens existe également en bande dessinée pour les gens plus pressés. Une dernière question du public posée par Magali Yeni. Les fourmis pourront-elles survivre à la catastrophe écologique humaine? Voilà, peut-être cette question s'adresse davantage aux spécialistes des fourmis. Adrien Leboeuf, les fourmis sont-elles en Probablement. danger de même que Il y a les abeilles? Les fourmis sont vraiment, vraiment diverses. Il y a plus que 15 000 espèces de fourmis. Et il y a tous les différents types de sociétés de fourmis on peut imaginer. Il y a des vraiment petits, il y a les énormes, énormes avec des millions d'individus dans une colonie. Et beaucoup de fourmis, en fait, travaillent avec nous et ils sont investifs. Et ils sont introduits dans des nouveaux pays et tout ça. Et on va perdre beaucoup des espèces, mais il y a beaucoup des espèces qui vont survivre et survivre après nous, j'imagine. Très bien. Très bien. Je pense qu'on va conclure avec la question qui nous intéressait au début, à savoir si l'homme est finalement un animal comme les autres. J'ai posé la question ce matin à mes enfants de 7 et 9 ans. Voilà, en quoi est-ce qu'on on ressemble ou on dissemble aux animaux. Je vais vous lire ce qu'ils m'ont dit. Dans la ressemblance, ils m'ont dit on est tous des êtres humains, on a un cœur, des familles, on se reproduit, on mange et on boit. Et dans les dissemblances, ils m'ont dit les humains pourrissent la nature, les humains tuent les animaux, les humains font la guerre, les humains construisent trop de voitures et de maisons, les humains inventent des choses utiles et inutiles. Et nous avons en outre ni la même langue ni la même forme. Voilà, pour votre part, qu'est-ce que ça vous inspire sur, voilà, sommes-nous tous sommes-nous un animal comme les autres, les humains? J'aimerais bien entendre chacun d'entre vous pour conclure ce café scientifique. Adrien Leboeuf, je vous donne la parole. Oui, on est vraiment un animal comme les autres. On est juste exceptionnellement bien à quelque chose. On est très intelligent et on forme nos environnements beaucoup, beaucoup. Comme il y a beaucoup des animaux qui sont des ingénieurs des écosystèmes, les fourmis par exemple, mais on est juste exceptionnellement forte à ce trait. Donc oui, on est comme les autres. Merci. Pascal Heger-Wagner, sommes-nous des animaux comme les autres au final? Alors, moi, je dirais que non, mais comme toute espèce est différente d'une autre, de nouveau, hein, c'est pas pour dire que l'humain serait spécifique avec toutes les autres espèces, c'est que chaque espèce a ses particularités. Et je dirais, il y a une chose que Erasme notait dans son éloge de la folie, c'est-à-dire que l'espèce humaine, c'est peut-être la seule qui sort des limites que lui a assignées la nature. Et ça, c'est peut-être la chose la plus intéressante chez l'être humain et qu'on voit déjà chez les primates. Les primates ont des comportements complexes parce qu'ils apprennent de nouvelles choses. Hein. Tout n'est pas génétique. Chez une fourmi, le comportement, le répertoire comportemental, vous me corrigerez si je me trompe, mais il est assez bien défini, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elles peuvent faire et ne pas faire. Et à partir des grands singes et toutes les espèces sociales qui apprennent, il y en a d'autres, les dauphins, etc., certaines espèces inventent de nouveaux comportements. Et chez l'être humain, c'est devenu encore plus, c'est devenu la règle, hein, c'est-à-dire qu'on apprend énormément. Et ça, je trouve c'est très beau, c'est un espèce de paradoxe pour moi de l'évolution. C'est comme si l'évolution se déprogrammait elle-même. C'est-à-dire que l'évolution, bah, elle programme, si on veut, hein, les gènes sont programmés pour se reproduire et le comportement des animaux est influencé par les gènes. Mais chez l'être humain, l'évolution a fait que
la part des gènes diminue et tout est, et la majorité des comportements est apprise, devient une affaire d'environnement. Et c'est ce qui permet à l'être humain de changer beaucoup plus que d'autres espèces, en bien et en mal à nouveau. Et ça, je trouve que c'est un paradoxe intéressant et quelque part très beau. Et justement, espérons qu'on en fera le plus grand bien et pas du mal. Merci. Émilie Gentil, pour l'instant, nous avons plutôt un oui, plutôt un non. Pour votre part, est-ce oui ou non? Sommes-nous des animaux comme Je les vais faire autres? l'équilibre entre les deux. Moi, c'est oui et non. Je dirais oui, on est un animal comme les autres dans le sens où on fait partie d'un écosystème et on est une espèce animale à part entière. On se distingue par de nombreux points, mais on est aussi les autres aussi. Donc, chaque espèce est unique en son genre. Donc, à ce point, on est tous différents. Et c'est vrai que Pascal a soulevé plusieurs points qui sont vrais de ce qui distingue l'homme. Darwin, il définissait l'intelligence comme la faculté individuelle d'adaptation, c'est-à-dire la faculté qu'une espèce a à s'adapter au mieux dans son environnement. Et je dirais que l'homme, à la différence de beaucoup d'animaux, il est spécifique en rien, mais il est capable de s'adapter à beaucoup de choses. Et c'est en ça qu'il est très fort, puisqu'il a pu coloniser de nombreux milieux, vivre dans des endroits très froids, très chauds. Et ce qui le distingue aussi, c'est cette faculté justement à transmettre des connaissances et à construire de nouvelles connaissances à partir de connaissances déjà existantes. Et ça, c'est aussi bien facilité grâce par le biais du langage, en fait. Le langage nous permet justement de communiquer, de coopérer à grande échelle et aussi de créer de nouvelles connaissances. Merci. Bernard Werber, il vous incombe la tâche difficile de trancher pour le oui et le non, puisque nous avons un oui, un non et un oui et non. Dites-nous. Alors, je vais pas trancher, parce que je vais, tout comme Émilie, vous dire que c'est oui et non, comme le chat de Schrödinger, c'est-à-dire que c'est en même temps vivant et mort simultanément. Alors oui, on est un animal comme les autres dans la mesure où on n'a aucune raison d'être supérieur aux singes ou supérieur aux dauphins ou supérieur aux fourmis, ou alors il faudrait établir un système d'évaluation objectif, et pour faire ça, il faudrait une espèce non terrienne. Il faudrait que des martiens arrivent et disent, bon, ben, selon nos critères, voilà, les humains sont au-dessus, en dessous, à côté. Donc, en tant qu'humain, c'est déjà biaisé. C'est pas à nous de nous juger. C'est complètement pervertir ce jugement. Par contre, à force de me poser cette question, j'ai trouvé 3 réponses. C'est l'humour, l'amour et l'art qui sont les 3 spécificités de notre espèce. L'humour, a priori, il y a peu d'espèces qui développent l'humour comme on l'a fait nous, qui a l'air une sorte de compensation par rapport à la peur de la mort et par rapport à toutes les angoisses qu'on a inventées. On a fabriqué un système qui fait qu'on va rire de choses gênantes. L'art, a priori aussi, il y a peu d'espèces qui fabriquent des choses belles juste pour le plaisir des yeux. En général, il y a ce que nous appelons beau, c'est que ce soit pour les papillons, les fleurs ou les oiseaux, ce sont des systèmes d'attirance pour la reproduction, mais il n'y a pas une volonté de faire quelque chose de beau pour épater la galerie, donc c'est vraiment typique aux humains. Et l'amour, c'est le fait de s'intéresser à un autre être, pas seulement pour la reproduction, mais pour des raisons psychologiques complexes. Et je crois que l'être humain est arrivé à trouver sa noblesse dans ces 3 voies, l'humour, l'amour et l'art. Et d'ailleurs, dans mes romans sur les chats, à un moment, il y a un dialogue et mon héroïne dit « Ok, vous avez peut-être plein de qualités, mais tant que vous n'aurez pas l'humour, l'amour et l'art, eh ben, je suis désolé, vous avez encore des choses à apprendre des humains. » Donc, voilà, le système reste équilibré. Je dis un oui et non, comme Émilie. Et donc, il y a un point partout. Un oui, un non, un oui et non, et un oui et non. Merci beaucoup. Donc, nous resterons sur ces 3 beaux mots, humour, amour et art, même si en ces temps, ils sont un petit peu mis à mal, surtout pour le dernier. Et
Et je vous propose, il est déjà 19h40, nous avons un petit peu dépassé, je vous propose de conclure ici. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos contributions toutes plus intéressantes les unes que les autres. En tout cas, pour ma part, j'ai eu un grand plaisir de passer cette heure et demie en votre compagnie et j'imagine que ça aura été de même pour le public. Avant de rendre l'antenne, si je peux me permettre l'expression, puisque nous sommes en direct, j'aimerais encore faire deux petites annonces. Demain à 20h, également sous le sigle de l'Université de Fribourg, a lieu ma thèse en 180 secondes. Je vous le conseille, c'est vraiment très passionnant à suivre. Donc, ça aura lieu à 20h sur les mêmes canaux que ceux d'aujourd'hui. Et il sera aussi question de fourmis, de papillons et même de cafards. Et le prochain café scientifique, pour sa part, aura lieu le 28 avril de cette année et il aura pour thème « Écotechnologie, peut-on voir l'avenir en vert ?» Voilà pour les informations. Sur ce, je vous remercie encore et vous souhaite une bonne soirée et de joyeuses fêtes de Pâques. Merci à vous. Au revoir. Merci. 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 Au revoir. Merci. Au revoir.